la place, il leva simplement la main et lui adressa un doigt d'honneur. Ce geste suffit à faire exploser la rage de Thomas. Son corps commença aussitôt à se transformer, dégageant une aura terrifiante. Dans un grognement chargé de colère, il déclara que Jinwoo regretterait d'avoir refusé cette dernière chance. Les deux camps se mirent alors en position. Jinwoo fit un simple geste de la main, donnant le signal. À cet instant, des soldats de l'ombre surgirent du sol, et en un clin d'œil, l'armée de l'ombre se lança à l'assaut, se ruant sur les chasseurs. Thomas réagit immédiatement. Il donna l'ordre à sa guilde d'intercepter l'attaque. Les chasseurs de type tank se précipitèrent en première ligne, levant leurs boucliers magiques qui s'empilèrent les uns sur les autres, formant un mur gigantesque dans une tentative désespérée de contenir la marée montante. Mais la pression exercée par les ombres était bien trop écrasante. Des fissures apparurent, puis la défense finit par céder. Au moment où la barrière s'effondra, des dizaines de soldats de l'ombre furent anéantis en un instant, pulvérisés par une force colossale. Thomas André, à lui seul, menait une puissance terrifiante. En scrutant devant lui, son regard se posa sur Tusk, l'orc mage qui se tenait première ligne. Ce dernier entonna aussitôt un hymne de protection, invoquant une barrière lumineuse pour stopper son avancée. Sans la moindre hésitation, Thomas déchira le bouclier, bondit en avant et asséna un coup de poing en plein visage de Tusk. À l'instant même où son poing frappa, il sentit aussitôt que les membres de sa guilde n'avaient aucune chance face à ces monstres. Les laissant derrière lui, il s'enfonça plus profondément dans le bâtiment, là où Jinwoo l'attendait. À l'intérieur, la scène était sinistre. La plupart des chasseurs de la guilde scavengée gisaient déjà au sol, vaincus, tandis que leurs ombres se dressaient au-dessus d'eux. Au milieu de ce chaos, Jinwoo combattait encore, taillant ses adversaires avec une précision mortelle. Thomas rugit et se projeta vers lui. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, Iron s'interposa. D'un seul coup de poing furieux, Thomas lui ordonna de s'écarter. L'impact pulvérisa son bouclier et son armure, l'envoyant s'écraser au sol en un instant. Lorsqu'il releva les yeux, Jinwoo avait disparu. Désorienté, Thomas scruta le champ de bataille. Puis il sentit soudain une présence à ses côtés. Avant même qu'il ne puisse réagir, la dague de Jinwoo frappa. Pourtant, à la stupeur du monarque de l'ombre, l'attaque n'eut aucun effet. Thomas contre-attaqua aussitôt. Son poing s'abattit sur Jinwoo, le projetant à travers les airs. Il déclara alors que voilà ce qu'était la véritable puissance d'un chasseur de niveau national. Avant même que Jinwoo ne touche le sol, Thomas tendit la main et utilisa la télékinésie pour l'attirer vers lui. Il affirma que Jinwoo devait ressentir la différence de puissance entre eux et sombrer dans le désespoir. Mais Jinwoo n'était pas sans défense. Tandis qu'il était tiré vers lui, il activa l'autorité du souverain, immobilisant Thomas sur place. Les yeux du chasseur géant s'écarquillèrent de stupeur. Il comprit qu'une force invisible l'écrasait, l'empêchant totalement de bouger. Malgré l'attraction psychique, Jinwoo réduisit la distance et frappa. Le coup atteignit sa cible, projeta Thomas au loin dans le bâtiment et le forçant à cracher du sang avant de s'effondrer lourdement au sol. À peine capable de rester debout, il fixa le sang coulant de ses lèvres, totalement abasourdi. Mais Jinwoo ne ralentit pas. Il fonça de nouveau, lui rappelant ses propres paroles. Ressent la différence de puissance et désespère. À une vitesse fulgurante, il enchaîna les attaques. Thomas peinait à se défendre. Son immense corps était repoussé en arrière. Il jura qu'il ne sous-estimerait plus jamais son adversaire. Une énergie dorée jaillit de son corps alors qu'il activait sa compétence ultime, renforcement. Sa transformation venait de commencer. Pendant ce temps, les agents du bureau des chasseurs se dirigeaient déjà vers le champ de bataille. À l'intérieur du véhicule, Adam White était interrogé sur la situation. Il expliqua qu'il n'y avait pas le temps d'entrer dans les détails. L'un des hommes ajouta que, même s'ils étaient des civils, s'approcher davantage pourrait leur coûter la vie. De retour à l'usine, Thomas André avait achevé sa transformation. À cet instant, Jinwoo se souvint de ce que Kamish avait autrefois déclaré. 4 humains avaient été choisis pour hériter du pouvoir des souverains. Les survivants du raid contre Kamish étaient devenus les 4 chasseurs de niveau national, et Thomas André en faisait partie. Thomas chargea droit sur Jinwoo. Le monarque de l'ombre s'avança pour l'intercepter, mais s'arrêta net au moment où Thomas s'apprêtait à frapper. L'instant d'après, le sol explosa sous leurs pieds lorsque Thomas s'abattit avec une force monstrueuse. Jinwoo esquiva de justesse. Thomas enchaîna aussitôt avec une autre technique. La panique gagna les membres de la guilde, qui criaient à l'aide en tentant de fuir. Un tourbillon se forma soudain. Thomas avait créé quelque chose ressemblant à un trou noir. Tout ce qui se trouvait à proximité était aspiré. Débris, ombres, tout y passait. Jinwoo se stabilisa grâce à son autorité de souverain, résistant à l'attraction. Soudain, une explosion dévastatrice ravagea la zone, détruisant la moitié du bâtiment. Au milieu des ruines, Jinwoo émergea indemne.
En baissant les yeux, il aperçut Thomas en contrebas, rugissant qu'il ne manquerait pas sa cible cette fois-ci. Les chasseurs encore debout évacuèrent les blessés. Thomas s'élança alors dans les airs à une vitesse vertigineuse. Mais Jin-Woo l'intercepta. Thomas attaqua de front, lui écrasant le visage en plein vol pour prendre appui, projetant le chasseur géant vers le sol. Il utilisa de nouveau la télékinésie pour attirer Jin-Woo, mais le monarque répliqua avec son autorité, tirant Thomas vers lui. Comprenant que son adversaire voulait l'affronter directement, Thomas releva le défi. Leurs poings s'abattirent avec une force explosive, provoquant des ondes de choc qui déchirèrent le champ de bataille. À la stupéfaction de Thomas, le coup de Jin-Woo transperça son armure renforcée. Mais plus encore que la douleur, ce fut le regard froid et déçu du monarque qui le blessa. Thomas fut violemment projeté au sol. Thomas se releva en rugissant de colère et lança un nouveau coup dévastateur. Mais Jin-Woo se glissa hors de sa portée avec une facilité déconcertante. En un instant, il enfonça son genou dans le visage de son adversaire, fissurant un peu plus son armure dorée. C'est à ce moment-là que les agents du bureau des chasseurs arrivèrent sur les lieux. Ils restèrent figés, stupéfaits par l'ampleur de la destruction causée par seulement 2 hommes. L'un d'eux intima à Adam White de rester en arrière. Soudain, une explosion retentit. Quelque chose venait d'être projeté au sol. Les 2 hommes se demandèrent ce que c'était. Mais quelques secondes plus tard, leur expression changea subitement lorsqu'ils découvrirent que c'était Thomas André lui-même. Étendu au sol, le chasseur le plus puissant d'Amérique se faisait dominer sans pitié par Jin-Woo. Thomas n'en croyait pas ses yeux. Comment un chasseur de type mage pouvait-il posséder une telle force, une telle vitesse? Refusant d'accepter cette réalité, il rassembla ses dernières forces et tenta une contre-attaque désespérée. Mais Jin-Woo était bien trop rapide. Il dévia le coup sans effort et frappa encore, brisant davantage l'armure de Thomas. Furieux, ce dernier se releva en hurlant son nom, proclamant fièrement qu'il était Thomas André, et demanda à Jin-Woo s'il pensait vraiment que cela suffirait à le vaincre. Mais Jin-Woo resta implacable. Il apparut derrière lui et le frappa de nouveau, lui rappelant que son identité ne signifiait rien ici. Les coups s'enchaînèrent sans répit. Jin-Woo enfonçait ses poings encore et encore, brisant son armure, ses os et sa volonté. Adam White supplia qu'on arrête. Mais la colère de Jin-Woo ne faiblissait pas. Il continua jusqu'à ce que Thomas soit complètement brisé, à peine capable de tenir debout. Finalement, le grand Thomas André céda. Il admit sa défaite et déclara que tout était terminé. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jin-Woo mit fin à son assaut. White observait la scène, incapable d'y croire. Le chasseur le plus fort du monde avait été réduit à cet état. Il se demanda combien de chasseurs, à travers le monde, auraient été capables d'un tel exploit. Peut-être aucun. Et lorsque cette nouvelle se répandrait, le monde entier en serait bouleversé. White ordonna aussitôt aux chasseurs présents de porter secours à Thomas. L'un d'eux annonça, d'un ton grave, que tous ses os étaient brisés et que sa perte de sang était critique. Une seule guérison ne suffirait pas, ils devraient unir toutes leurs forces. Pourtant, malgré la violence de l'affrontement, personne n'était mort. White poussa un soupir de soulagement. Pour une bataille de cette ampleur, c'était presque un miracle. Mais soudain, un agent attira leur attention vers quelque chose dans les décombres. Ils découvrirent alors un corps sans vie, celui de Wang Dong-su. Jin-Woo avait disparu. De retour en Corée, il était assis en silence au sommet d'un immeuble, revenu instantanément d'Amérique grâce à un échange d'ombres. Une présence se tenait à ses côtés. Jin-Woo remarqua qu'il n'était pas revenu en Corée depuis longtemps. Pendant ce temps, Beerus parut dans une chambre d'hôpital, utilisant ses pouvoirs pour soigner Jin-Oh. Peu après, une ombre s'agenouilla devant Jin-Woo. C'était celle de Wang Dong-su. Il la contempla un instant, puis décida de la nommer Avarice, puisqu'il avait perdu la vie à cause de son avidité. Une fois le nom donné, l'ombre inclina profondément la tête, scellant sa loyauté. Le lendemain, Jin-Woo se rendit à la conférence internationale des guildes aux États-Unis. À l'extérieur, une foule de journalistes s'était rassemblée. Adam White lui expliqua que les médias avaient probablement appris son affrontement contre Thomas André. En entrant dans le bâtiment, Jin-Woo pensa qu'il n'avait plus rien à faire avec Han Dong-su. Une fois ces questions réglées, il repartirait. Adam White lui passa les oreillettes, tout en lui expliqua qu'avec ça il pourra lui traduire la conférence. Dans la salle, les représentants des plus grandes guildes du monde étaient réunis. Dès que Jin-Woo entra, l'atmosphère changea. Tous les regards se tournèrent vers lui, et des murmures parcoururent la foule. On parlait de l'homme qui avait affronté Thomas André et failli le tuer, celui qui avait aussi joué un rôle clé lors de la crise de la porte de Tokyo. Mais parmi tous ces chuchotements, Jin-Woo ressentit une puissance colossale prévenant d'une personne dans la salle qui le fixait abondamment. C'était celui du rang nation Liu Zigang qui était là pour représenter son pays. Peu après,
Un scientifique monta sur scène et se présenta comme le docteur Belzé. Il expliqua que les portes apparaissaient de plus en plus fréquemment à travers le monde, mais qu'un autre phénomène, encore plus étrange, avait été détecté, une activité anormale dans le ciel. L'énergie magique dans l'atmosphère devenait de plus en plus dense. Il appela ce phénomène la magisphère. Une carte apparut à l'écran, montrant 9 points précis où ce phénomène s'était manifesté. Parmi eux, la concentration la plus forte se trouvait au-dessus de Séoul, en Corée du Sud. La salle fut secouée par cette révélation. Les regards se tournèrent vers Jin-woo, plein de suspicion. Sentant la tension monter, le docteur Belzé les rassura rapidement. Rien ne prouvait que Jin-woo contrôlait ce phénomène. S'il possédait une telle puissance, il serait déjà bien au-delà du niveau des chasseurs. Pendant ce temps, Jin-woo réfléchissait en silence. Il se demandait si ces 9 lieux avaient réellement un lien entre eux, d'une manière ou d'une autre, au nombre de dirigeants et de monarques présents dans le monde. Sur scène, le médecin termina son rapport admettant que la cause exacte de ces perturbations restait inconnue et que, pour l'instant, l'humanité se retrouvait totalement impuissante face à ce phénomène. Alors qu'il se retirait de la scène, le réalisateur David Brennan s'avança vers le centre et s'adressa au public avec une autorité calme mais imposante. Sa voix grave résonna dans la salle tandis qu'il s'adressait aux chasseurs rassemblés devant lui, révélant une nouvelle tragique. Christopher Reed, l'un des chasseurs les plus puissants au monde, avait été assassiné il y a 2 semaines. Un frisson parcourut l'assemblée, et des murmures incrédules se propagèrent dans la pièce. Les chasseurs s'interrogeaient. Comment quelqu'un d'aussi puissant que Christopher a-t-il pu être tué? Et qui a pu le vaincre? Certains allèrent même jusqu'à se demander si le mystérieux combattant qui avait affronté Thomas André la veille était le responsable de ce carnage. Tout ce temps, Sun Jin-woo resta silencieux, son visage impassible et son regard fixé sur l'assemblée. David poursuivit ensuite son exposé, expliquant que le Hunter Bureau avait identifié un suspect potentiel. Désigné uniquement comme suspect, est-ce une photo apparue sur l'écran, et immédiatement les chasseurs se figèrent devant l'image, incrédules. L'homme représenté semblait identique au père de Jin-woo, Sun Il-yuan. Un souffle de confusion traversa la salle. Certains murmuraient maladroitement que tous les Asiatiques se ressemblaient, tandis que d'autres, plus attentifs, remarquèrent immédiatement la ressemblance troublante avec Jin-woo. À ce moment-là, le mana de Jin-woo sembla s'intensifier légèrement, une rage silencieuse et un conflit intérieur bouillonnant dans son regard. Il se demanda comment les dirigeants pouvaient permettre qu'une telle créature, ressemblant à son père, apparaisse dans un donjon. Les paroles de Kamish résonnèrent dans son esprit, et il se demanda si tout cela n'était pas lié d'une manière ou d'une autre. David donna davantage de détails. Le suspect avait été localisé à l'intérieur d'une porte aux États-Unis. Comme l'homme maîtrisait le coréen, le Hunter Bureau avait fait appel à Han Dong-su, chasseur coréano-américain de rang S, pour procéder à son interrogatoire. Mais l'homme avait soudainement basculé dans une violence extrême, maîtrisant Hang et détruisant une grande partie des équipements du quartier général avant de disparaître sans laisser de traces. Fort de cette démonstration de puissance, le bureau en conclut que le suspect S était probablement un monstre humanoïde et qu'il était responsable de l'assassinat de Christopher Reed. Les images de l'interrogatoire furent projetées sur l'écran, montrant Sun Il-yuan mettant en garde Wang de ne jamais revenir en Corée. À proximité, le soldat de l'ombre grid confirma à haute voix. Il n'y avait aucun doute possible. L'homme était bien Sun Il-yuan. David conclut en annonçant que le Hunter Bureau allait solliciter la coopération des guildes du monde entier pour appréhender le suspect S, exhortant chacun à signaler immédiatement toute observation. Lorsqu'on lui demanda si l'homme était réellement humain, David précisa que son mana était similaire à celui d'une bête magique. Un autre chasseur demanda si le suspect prétendait être un humain disparu dans un donjon, et David confirma les 2 points, ajoutant que l'identité de l'homme n'avait pas été révélée car il était lié à une personne présente dans la salle. À ce moment, Liu Zhigang, chasseur 7 étoiles chinois, s'éleva et déclara qu'il serait bien plus simple de résoudre l'enquête si l'identité du suspect était révélée. Il fixa Jin-woo droit dans les yeux et demanda quel lien il entretenait avec le monstre. À contre-cœur, David admit la vérité. L'homme prétendait être le père de Sun Jin-woo. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Liu Zhigang se tourna vers Jin-woo et lui demanda comment il réagirait si le suspect S était réellement son père disparu, et si d'autres chasseurs tentaient de le retrouver. La réponse de Jin-woo fut ferme et sans hésitation. Les chasseurs étaient là pour traquer les monstres. Si le suspect S était réellement un monstre, il s'en occuperait lui-même. Mais si cet homme était réellement son père et non une menace, il s'opposerait à quiconque chercherait à lui nuire. Sa voix se fit dure lorsqu'il jura de protéger sa famille, même si cela signifiait se mettre à dos tous les chasseurs du monde. Plus tard, à l'extérieur du hall, Adam White s'approcha de Jin-woo, intrigué, et lui demanda s'il pensait vraiment ce qu'il venait de dire. Sans hésitation, Jin-woo répondit « oui ». Adam observa que seuls 2 chasseurs dans le monde pouvaient probablement parler ainsi, parmi des centaines des plus puissants venus de plus de 120 nations. Lorsque Jin-woo demanda qui était l'autre, Adam répondit qu'il s'agissait de Thomas André, encore en convalescence à l'hôpital.
Adam invita ensuite Jin-woo à assister au festin organisé par le Hunter Bureau pour tous les chasseurs. Mais avant que Jin-woo ne puisse répondre, Liu Zhigang et plusieurs chasseurs chinois s'approchèrent. Liu parla en chinois et Adam fit la traduction. Liu expliqua qu'il avait autrefois capturé un monstre géant sur la côte, la même créature que Jin-woo avait laissé s'échapper. Il ajouta que cette bataille avait été bien plus difficile que prévu, s'étalant sur plusieurs jours et sur l'eau, et qu'il avait hâte de rencontrer Jin-woo pour découvrir quel genre de chasseur pouvait vaincre des ennemis aussi puissants avec une telle facilité. Liu tendit la main, et Jin-woo la saisit. Alors qu'il regardait Liu s'éloigner, il se dit que sa première impression de cet homme était complètement erronée. Sous son apparence bourrue, Liu Zhigang était une personne intéressante. Adam ajouta que Liu espérait également que le suspect S ne fasse pas réellement partie de la famille de Jin-woo. Jin-woo répondit calmement que tout allait bien, qu'il comprenait. Jin-woo libéra une pluie de dagues. D'innombrables lames traversèrent l'espace. Il projeta ses lames en direction du monarque en activant sa compétence ruée de dagues. Et l'une d'elles atteignit l'épaule du monarque, le faisant saigner. Furieux, celui-ci déclara qu'il se retirait pour l'instant, mais qu'il reviendrait. Avant de disparaître, il lança avec ironie que le président à moitié mort ferait peut-être un joli cadeau pour l'armée de l'ombre. Dès que le monarque disparut, Jin-woo se précipita auprès de Go-Gunnae. Les blessures étaient bien trop graves. Il invoqua immédiatement Beru, et aussitôt Beru accourut le plus rapidement possible vers son maître, lui ordonnant de le soigner coûte que coûte. Le général Fourmi tenta désespérément de le sauver, mais sa magie resta sans effet. Refusant d'abandonner, Jin-woo sortit l'eau sacrée de la vie. Mais le président l'arrêta faiblement. Il le remercia d'être venu et lui demanda de ne pas gaspiller un objet aussi précieux. Les blessures infligées par les monarques ne pouvaient être guéries. Avec un calme étonnant, Go-Gunnae exprima sa gratitude, heureux de voir que Jin-woo possédait une telle force. Il le prévint qu'un jour, il serait forcé de choisir un camp, et le supplia de rester du côté de l'humanité. Un faible sourire apparut sur son visage. Il se disait fier d'avoir vécu assez longtemps pour combattre aux côtés de jeunes chasseurs comme lui. Son seul regret était de quitter ce monde en laissant l'avenir inachevé. Mais il était soulagé de savoir qu'il était désormais entre de bonnes mains. Dans ces derniers instants, il révéla que si son cœur avait continué de battre jusqu'à aujourd'hui, c'était pour pouvoir rencontrer Sung Jin-woo. Avec un sourire paisible, sa vie s'éteignit doucement, ses dernières paroles empreintes de gratitude. Le lendemain, une nouvelle tragique secoua la planète. Le plus puissant chasseur du Brésil, Jonas, fut retrouvé mort dans une rivière. Dans le même temps, la mort brutale du président de l'association coréenne des chasseurs, Go-Gunnae, fut confirmée. Les médias du monde entier relayèrent l'information, plongeant la population dans la panique. Même le Bureau américain des chasseurs publia un communiqué commun, rappelant que les chasseurs protégeaient l'humanité, mais posant une question glaçante. Qui protégeait les chasseurs eux-mêmes? Au milieu de ce chaos, Sung Jin-woo assista aux funérailles de Go-Gunnae. À ses côtés se tenait Woojin Chul, submergé par le chagrin. Jin-woo lui demanda doucement s'il tenait le coup. Woojin Chul admit qu'il n'était plus le même depuis la disparition du président, puis lui demanda si la créature responsable était si puissante que même Jin-woo n'avait rien pu faire. Jin-woo répondit avec gravité qu'à son arrivée, il était déjà trop tard. Les larmes aux yeux, Woojin Chul confessa que tout cela lui semblait irréel. La veille encore, le président lui parlait de son séjour en Amérique et l'exhortait à rentrer vite. Aujourd'hui, cette voix s'était tue à jamais. Il remercia Jin-woo d'avoir tenté de le sauver. Mais les yeux de Jin-woo brûlaient de colère. Il déclara qu'il n'accepterait aucun remerciement tant que le responsable ne serait pas mort. Il jura sur sa vie qu'il traquerait et tuerait le monstre coupable. Déterminé, Jin-woo demanda alors à Woojin Chul de faire venir les journalistes. La scène se déplaça alors à l'Agence nationale des chasseurs. Une conférence de presse fut organisée. Devant le monde entier, Sung Jin-woo révéla l'existence d'une menace sans précédent. Une colonie de créatures dotées d'une intelligence terrifiante, ciblant spécifiquement les chasseurs les plus puissants. Ces monstres dépassaient largement les capacités des chasseurs ordinaires. Un journaliste lui demanda alors si le monstre qui a tué le président Go-Gunnae fait-il aussi partie de cette colonie de monstres. Jin-woo répondit qu'ils sont très puissants. Ils utilisent une magie pour bloquer l'espace, ainsi isoler leur proie du monde extérieur. Ils demandent à tous les chasseurs susceptibles d'être une proie de toujours être accompagnés d'autres chasseurs prêts à leur protéger. Jin-woo se souvenait encore clairement de cette présence écrasante, de cet ennemi qui s'était présenté comme le monarque du givre avant de disparaître sans laisser de traces. Affronter une entité d'un tel niveau semblait irréalisable, même pour les chasseurs les plus puissants du monde. Après avoir conclu son discours, Jin-woo adressa un dernier message à l'humanité. Tous les chasseurs isolés, ceux qui cherchaient des camarades pour faire face à la menace à venir, devraient le contacter immédiatement via l'association coréenne des chasseurs.
Pendant ce temps, dans les profondeurs d'une grotte dissimulée aux yeux du monde, les monarques s'étaient réunis pour décider de leur prochaine action. Le monarque du givre fut le premier à prendre la parole. Il annonça que le monarque de l'ombre avait enfin émergé à la surface du monde humain. Cette déclaration provoqua immédiatement des réactions. Le monarque de la transfiguration, il se demanda s'il était réellement possible qu'un simple corps humain puisse contenir l'intégralité du pouvoir du monarque de l'ombre. Après tout, n'était-ce pas pour cette raison que le roi dragon, monarque de la destruction, était incapable d'exister librement dans le monde des humains? Mais le monarque du givre balaya ses doutes. Selon lui, le monarque de l'ombre avait évolué bien au-delà de ce qu'ils imaginaient. Déterminé, il déclara son intention de s'occuper personnellement de Sung Jinwoo et demanda aux autres monarques s'ils accepteraient de le soutenir. Le monarque du corps de fer, Tarnak, rejeta catégoriquement l'idée. Pour lui, s'attaquer au monarque de l'ombre équivalait à un suicide pur et simple. Parmi les 9 monarques, Jinwoo figurait désormais parmi les plus redoutables. Tarnak insista pour qu'ils attendent le retour du roi dragon avant d'agir. Keresha refusa net. Il leur rappela ce qu'ils étaient réellement, des monarques, des incarnations de la destruction. Même dispersés et traqués, leur devoir restait le combat. Leur seule occasion d'éliminer le monarque de l'ombre était maintenant, tant que sa puissance demeurait enfermée dans un corps humain encore fragile. Il promit d'assumer seul les conséquences et d'effacer Jinwoo de l'existence. Cependant, Tarnak et le monarque de la transfiguration refusèrent une nouvelle fois. Ils lui rappelèrent le sort tragique du monarque des flammes blanches. C'est alors qu'un autre monarque s'avança, Roken, le monarque des bêtes. Contrairement aux autres, il accepta de se ranger aux côtés du monarque du givre. Malgré cela, Tarnak et le monarque de la transfiguration tournèrent le dos au groupe et quittèrent la grotte. Ils refusèrent catégoriquement de devenir des outils au service de l'empire grandissant du monarque de l'ombre. Une fois seul, Roken exigea une preuve que Jinwoo n'était encore qu'un simple réceptacle humain. En réponse, le monarque du givre révéla la dague qu'il avait utilisée lors de leur affrontement. Il expliqua qu'elle était enduite de poison, une méthode à laquelle le véritable monarque de l'ombre n'aurait jamais eu recours. Cette révélation attira l'attention de Kuresha, la monarque des fléaux et reine des insectes. Elle fit remarquer que si Jinwoo maîtrisait totalement son pouvoir, il n'aurait jamais eu besoin d'utiliser du poison. Convaincue, elle accepta d'apporter son soutien. Ensemble, ils jurèrent de traquer et d'éliminer le monarque de l'ombre. La scène se tourne en Corée où l'on retrouve Sung Jinwoo se tenait sur le toit d'un immense gratte-ciel, dominant la ville. Il étendit ses sens, cherchant la trace de l'énergie magique du monarque du givre. Mais il ne ressentit absolument rien. Il se remémora leur combat et les paroles qu'elle avait prononcées. Elle avait affirmé être dans sa forme originelle. À ce moment-là, Jinwoo avait remarqué un détail troublant. Elle n'avait laissé aucune ombre derrière elle. Cela lui rappela ce que le monarque des géants lui avait autrefois révélé. Les monarques et les dirigeants, lorsqu'ils utilisent leur véritable corps, ne peuvent jamais devenir des soldats de l'ombre. De retour à l'association coréenne des chasseurs, une réunion importante était en cours. Woo Jin-chul et les directeurs discutaient de la nomination d'un nouveau président. Une semaine s'était écoulée depuis la mort de Go, et le poste était toujours vacant. Les responsables débattirent de l'importance de cette fonction. Go, en tant que chasseur de rang S, incarnait une figure symbolique majeure. Sans lui, l'association craignait de perdre le contrôle des 5 grandes guildes. Si la puissance était essentielle, les directeurs soulignèrent que diriger nécessitait bien plus que de la force. Il fallait de l'autorité, de la confiance et une capacité à rassembler. Après de longues discussions, une décision unanime fut prise. Woo Jin-chul devait devenir le nouveau président. Surpris, il leur demanda pourquoi ils plaçaient leur confiance en lui. Ils expliquèrent qu'il avait travaillé étroitement avec l'ancien président, qu'il connaissait parfaitement le fonctionnement interne de l'association et qu'il possédait l'autorité nécessaire pour imposer le respect, voire la crainte, parmi les chasseurs coréens. Ils lui rappelèrent également qu'aucune loi n'exigeait que le président soit de rang S, ce dont l'association avait besoin désormais. C'était de stabilité, et il était le candidat idéal. Bien qu'ils ne puissent pas l'y forcer, ils l'encouragèrent vivement à accepter. Après un long moment de silence, Woo Jin-chul donna finalement sa réponse. Il examinerait leurs propositions. Pendant ce temps, aux États-Unis, Thomas André et sa secrétaire Laura descendirent en ascenseur dans les profondeurs du complexe souterrain de la guilde des scavengers. Lorsque les portes s'ouvrirent, Thomas remarqua que cela faisait longtemps qu'il n'était pas revenu dans cet endroit. Alors qu'il traversait la zone hautement sécurisée, Laura lui demanda s'il avait réellement l'intention d'offrir cet objet en cadeau. Thomas répondit calmement en posant une question à son tour. Sa propre vie n'avait-elle pas plus de valeur que celle des membres de sa guilde? Laura précisa qu'elle ne mettait pas cela en doute. Pensif, Thomas lui demanda alors si elle croyait que Jinwoo manquait des compétences nécessaires pour manier cette arme. Ils s'arrêtèrent devant l'objet, soigneusement scellé dans un entrepôt sécurisé.
Thomas observa son éclat avec admiration, conscient du caractère exceptionnel de ce qu'il avait sous les yeux. Elle n'avait rien perdu de sa splendeur malgré les années. Laura observa l'arme avec attention et rappela qu'il n'en existait que 2 de ce genre dans le monde, convaincu qu'aucune autre ne verrait jamais le jour. Thomas hocha calmement la tête. Lorsqu'on lui demanda une nouvelle fois s'il était réellement prêt à s'en séparer, il confirma sans hésiter. Une arme dotée d'un tel pouvoir n'était pas destinée à rester enfermée sous terre à prendre la poussière, mais à être maniée sur le champ de bataille. Pendant ce temps, en Corée, Gina, la sœur cadette de Jinwoo, regardait distraitement la télévision. Les informations annonçaient officiellement la nomination de Woo Jin-chul au poste de président de l'association des chasseurs. Gina secoua la tête. Elle poussa un soupir, consciente que l'instabilité ne touchait plus seulement la Corée, mais le monde entier. Se levant, elle se rapprocha de sa mère qui faisait la vaisselle et l'enlaça par derrière. Sa mère sourit doucement avant de lui demander d'aller sortir les poubelles si elle n'avait rien de mieux à faire. Gina se plaignit aussitôt, avouant sa paresse et suggérant même de déménager ailleurs. Mais sa mère répondit fermement qu'elle aimait cette maison. Intriguée, Gina lui demanda ce qu'elle aimait tant dans cet ancien appartement. Sa mère éluda la question et lui demanda simplement d'aller chercher le linge. Gina haussa les épaules et s'exécuta. Mais au moment où elle ouvrit la porte, son visage se figea. Une terreur soudaine l'envahit, et sans réfléchir, elle se mit à courir en hurlant, appelant sa mère à l'aide. Devant le siège de la Guilde à Jeun, une foule dense de journalistes s'était rassemblée après avoir appris que Thomas André se trouvait à l'intérieur du bâtiment. À l'intérieur, Eugène faisait de son mieux pour garder son sang-froid. La présence de Thomas André et de Leonard Newman, le chasseur le plus puissant d'Allemagne, rendait l'atmosphère lourde et oppressante. Eugène ne cessait de consulter son téléphone, frustré par l'absence totale de réponse de Sung Jin-woo. Près de 2 heures s'étaient écoulées sans la moindre nouvelle. Léonard, assis en silence, affichait un air visiblement mal à l'aise. Il se demanda avec la présence de Thomas André s'il pourra rencontrer Sung Jin-woo. Brisant le silence, Thomas posa une question en anglais que Laura traduisit aussitôt. Il voulait savoir si Jin-woo était actuellement en raid, car son absence prolongée lui semblait étrange. D'une voix hésitante, Jin-woo confirma que Jin-woo était rarement présent au bureau à cause de l'activité incessante des portails. À cet instant précis, la porte s'ouvrit. Sung Jin-woo entra dans la pièce, et un profond soulagement se fit immédiatement sentir. Jin-woo manqua de fondre en larmes, lui demandant où il était passé et pourquoi il n'avait répondu à aucun appel. En remarquant la poussière couvrant ses vêtements, il supposa que Jin-woo était encore une fois à l'origine des fermetures de portail. Thomas se leva alors pour le saluer. Le cœur de Jin-woo battait à tout rompre, craignant que les 2 géants ne s'affrontent sur place. Mais Jin-woo demanda calmement à Thomas la raison de sa venue en Corée. Thomas lui rappela une promesse faite autrefois. Une fois son bras complètement guéri, ils partageraient un repas ensemble. Il ajouta qu'il avait apporté un cadeau spécial, bien trop dangereux pour être dévoilé au sein de la guilde. Jin-woo fronça les sourcils, plaisantant à moitié en demandant si Thomas n'avait pas apporté une bombe. Jin-woo, lui, restait extrêmement méfiant, craignant un piège. Jin-woo se tourna alors vers le second invité et lui demanda qui il était. L'homme se présenta comme Leonard Newman, venu d'Allemagne. Jin-woo supposa aussitôt qu'il était là pour demander une commission de protection, mais Thomas l'interrompit, leur demandant de changer d'endroit. Léonard tenta de protester, estimant qu'après plus de 2 heures d'attente, il avait le droit de participer à la discussion. Thomas le coupa sèchement, affirmant que la conversation à venir était strictement confidentielle et que Léonard n'y avait pas sa place. Humilié, Léonard se retint difficilement, pensant qu'il n'avait jamais été traité avec un tel mépris auparavant. La scène se déplaça dans un restaurant discret, où Jin-woo et Thomas se faisaient face. Après avoir fait signe à ses hommes, Thomas se pencha en avant avec gravité et déclara qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Il posa alors une mallette sur la table. Jin-woo plissa les yeux, ressentant immédiatement l'aura écrasante qui s'en dégageait. Thomas expliqua qu'il s'agissait d'un cadeau, offert en signe de gratitude pour avoir sauvé les membres de sa guilde. Lorsque la mallette s'ouvrit, Jin-woo resta sans voix. À l'intérieur se trouvaient 2 dagues forgées à partir d'une canine de Kamish. Il les reconnut immédiatement et demanda si elles provenaient réellement du cadavre du dragon légendaire, dont le corps était sous la garde du bureau des chasseurs. Thomas confirma. À l'époque, le gouvernement américain avait exigé que la guilde des récupérateurs remette le corps. Mais durant le combat, lorsque Kamish l'avait mordu, Thomas avait conservé l'une de ses plus grandes canines comme souvenir personnel. La canine n'étant pas suffisante pour forger une épée, elle avait été transformée en 2 dagues jumelles, désormais offerte à Jin-woo. En examinant les lames, Jin-woo fut stupéfait. Leur puissance dépassait largement celle de la dague du roi démon,
autrefois l'une de ses armes les plus redoutables. Lorsqu'il les prit en main, il sentit leur résonance avec sa magie, comme si elle reconnaissait leur nouveau maître. Le mana écrasant qui s'en échappait fit transpirer toutes les personnes aux alentours. Voyant cela, Thomas demanda à son assistante, Laura, si elle pensa toujours qu'il avoir eu tort d'offrir ses dagues à Jinwoo. Puis il se tourna vers Jinwoo et lui demanda si le cadeau lui plaisait. Jinwoo, encore incrédule, demanda si on lui offrait vraiment des armes aussi précieuses gratuitement. Thomas répondit sans hésitation. Pour lui, l'échange était plus que juste. Comparé à sa propre vie et à celle de ses camarades de guilde, ces dagues n'étaient rien. Soudain, quelque chose changea. Les deux hommes le ressentirent au même instant. Une pression écrasante parcourut l'air, suivie d'une explosion colossale d'énergie magique. Sans perdre une seconde, ils sortirent à l'extérieur. Jinwoo leva les yeux vers le ciel, le regard tendu. Était-ce la même nature de pouvoir que celle évoquée par le docteur lors de sa précédente présentation? À côté de lui, Thomas resta figé. Ses yeux s'ouvrirent démesurément tandis qu'il murmurait qu'il n'avait jamais vu une porte d'une telle ampleur. Elle dépassait même celle d'où Camille avait émergé. Face à cette vision terrifiante, il ajouta d'une voix grave que le monde semblait peut-être franchir une limite que l'humanité n'était pas prête à comprendre. Dans les rues, les civils restèrent figés, le regard rivé vers le ciel. Pourtant, au lieu de fuir, beaucoup sortirent leur téléphone pour filmer l'instant. Les images se propagèrent en quelques minutes. Très vite, les chaînes d'information relayèrent l'événement. Un journaliste déclara que le portail gigantesque apparu au-dessus de Séoul était le plus grand jamais observé depuis l'apparition des bêtes magiques. La scène se déplaça alors aux États-Unis, dans une salle de réunion austère. Le docteur Belzé faisait face à plusieurs représentants du gouvernement. Interrogé sur l'apparition soudaine de la porte, il resta parfaitement calme. Il rappela qu'il les avait prévenus depuis plusieurs jours. Une accumulation anormale d'énergie magique se formait au-dessus de la Corée. Selon lui, le portail de Séoul n'était que le commencement. D'autres portes similaires allaient probablement apparaître au-dessus de différentes nations. Pressé de donner une estimation plus claire, Belzé, fort de ses années de recherche sur les portails et les créatures magiques, ne livra qu'une réponse lourde de sens. Le monde devait prier pour que ce phénomène ne se conclue pas par une tragédie. De retour en Corée, Sun Jinwoo prit son envol. Monté sur le dos de Kezo, il s'éleva bien au-dessus de la ville, se rapprochant progressivement de l'immense faille. Mais plus il avançait, plus un malaise s'installait. Il ne pouvait pas aller plus loin. Une barrière invisible bloquait son passage. Si cela avait été un obstacle matériel, il l'aurait détruit sans difficulté. Mais cette force était différente, une puissance qu'il ne pouvait ni briser ni affronter. Face à cette impasse, Jinwoo se demanda quelle entité pouvait être scellée derrière une porte d'un tel niveau. Perdu dans ses réflexions, son téléphone vibra. C'était le président Wu Jinshu. Jinwoo lui demanda si le bureau des chasseurs avait donné suite à sa requête. Le président confirma. Une analyse satellite mondiale avait été effectuée afin de détecter d'éventuels autres portails. Aucun n'avait été repéré, à l'exception de celui de Séoul. Il ajouta que les autorités se préparaient déjà à évacuer les civils vivant à proximité. Puis, avec prudence, il demanda ce que Jinwoo comptait faire. La réponse fut calme, mais ferme. Même sans savoir ce que demain réservait, il continuerait d'avancer. Le lendemain, au gymnase de l'association des chasseurs, Jinwoo s'entraînait contre Beru. Le soldat fourmi enchaîna des attaques rapides et précises, mais aucune ne parvint à toucher sa cible. Depuis leur dernier combat, Jinwoo avait atteint un tout autre niveau. Malgré cela, Beru attaqua de nouveau, mais Jinwoo bloqua son attaque d'une seule main. Il sentit aussitôt que Beru ne se battait pas avec toute sa puissance. D'un ton calme, il le lui fit remarquer. Pris de peur, Beru recula immédiatement avant de s'incliner, avouant qu'elle n'oserait jamais utiliser toute sa puissance contre son roi. Jinwoo sourit. Il expliqua que cela importait peu. Il voulait simplement transpirer, et Beru était le seul capable de lui offrir cela. Jinwoo lui ordonna alors d'y aller à fond, sans la moindre retenue. À ces mots, Beru libéra enfin toute sa puissance. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu.